Voilà, donc la 12 voix nous indique qu'on a lancé l'enregistrement. Donc pour ceux qui ne seront pas là, il y a un replay. Même pour ceux qui seront là, vous aurez accès également au replay. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va traiter en fait simultanément deux syndromes, qui est la peur de déranger et le manque d'engagement du prospect. Avant ça, peut-être que ça peut être intéressant, Émilie, que tu nous expliques juste d'expérience, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la méthode Sandler, d'expliquer en fait ce que c'est que la méthode Sandler et sur quoi elle repose. Oui. La méthode Sandler, alors c'est David Sandler, il est mort aujourd'hui, donc vous n'aurez pas le plaisir de le rencontrer, mais c'était un homme assez surprenant. C'est quelqu'un qui vendait, donc il a vendu plein de choses, hein, dont des assurances, entre autres. Et il était poussé à une certaine méthodologie, de s'asseoir avec les clients, de leur montrer les produits, de pousser le truc et de faire signer. C'est le moment où on met le stylo dans la main du client, on dit voilà, c'est là qu'il faut signer. Et lui, il détestait ça. Il se sentait mal à l'aise, il avait l'impression d'enfoncer des murs, enfin, c'était pas son truc. Et donc, un jour, il a dit, OK, moi, j'en ai marre, je vais vendre comme moi, j'ai envie de vendre, et c'est-à-dire que je ne veux plus vendre. Il détestait vendre. Okay? Et donc, il s'est assis dans sa chaise, et il a dit à ses premiers prospects, il a dit, écoutez, je ne sais pas si je peux vous aider. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que vous allez m'expliquer, et vous allez me dire tout ce dont vous avez besoin de moi, et je vous dirai si je suis une option ou pas. Donc, ce qu'il voulait, lui, c'était s'asseoir, se décontracter et dire, OK, envoyez la sauce parce que moi, je n'ai rien à vous vendre, donc vous devez me convaincre de vous vendre quelque chose. Et ça a changé tout son système et il en a fait un système de vente. Donc, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de publicités Sandler, c'est le sous-marin, où il y a des étapes précises. Comme toi, quand tu montes un process, il y a des étapes précises pour pouvoir mesurer où on en est, où on va, ce qui nous reste à parcourir, où est-ce qu'on a été bon, où est-ce qu'on a été moins bon. Et tout est basé sur j'arrête de vendre et le client doit s'auto-convaincre qu'il a besoin de quelque chose. Parce que les gens adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende. Donc, toute la méthodologie est basée sur ça. Et bien sûr, après, tu as les concepts de neurosciences, les comportements humains, tout ce qui vient se greffer pour créer une vraie conversation. Moi, je t'avais dit, c'est le principe que j'aime beaucoup dans la méthode Sandler, un peu le postulat de base, j'ai l'impression, la philosophie, c'est mettre les gens en situation de s'auto-convaincre plutôt que de les convaincre nous-mêmes directement, et ce qui, en effet, est beaucoup plus puissant. C'est ça. Donc, quand tu as besoin de rien faire, c'est quand même beaucoup plus relaxant aussi pour le commercial. Clairement. Et donc, il y a un concept central dans cette méthode dont tu as parlé il y a quelques minutes, qui est le contrat moral. Est-ce que tu peux nous dire déjà à quoi ça consiste? Alors, déjà, je suppose qu'on ne va pas avoir d'interaction avec tout le monde, mais je suppose que tout le monde a déjà vécu un entretien où, à la fin, il se pose la question de savoir, et là, on fait quoi? On en est où? On va où? C'est quoi la prochaine étape? Ça veut dire que dès le début, on a manqué quelque chose. Et c'est ce fameux contrat moral, le contrat préalable, c'est un agenda, si vous voulez, mais c'est beaucoup plus puissant qu'un agenda. C'est préparer le prospect ou votre client, parce que c'est avec tout le monde qu'on fait ça. Donc, ou le prospect ou le client, à ce qui va suivre. Et je ne le prépare pas 2 minutes avant. Je le prépare quand je prends le rendez-vous. Je le prépare quand je finis un rendez-vous. Donc, c'est pour ça que c'est au préalable. Donc, ce qu'on va faire, c'est expliquer aux gens à quoi ils vont venir lors de ce rendez-vous, ce qu'ils peuvent obtenir, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent demander ou s'ils ont des objectifs précis, de nous les donner pour pouvoir se préparer à avoir un rendez-vous qui soit de haute qualité. Et bien sûr, ça veut dire un engagement à la fin. Exactement. Et c'est un peu, pour faire écho à ce que tu disais avant, en fait, chez Sandler, il y a un peu une inversion de la logique et je crois que ce qu'on appelle la danse dans Sandler, de l'acheteur et du vendeur, en fait, par rapport à la manière dont on vend traditionnellement. C'est ça. Donc, toi, tu as déjà entendu parler de la danse traditionnelle versus la danse Sandler. Et c'est ce qu'on attend de tout le monde. En fait, dans le traditionnel, le gros problème, c'est que chacun a ses préjugés et que celui qui mène la danse, c'est l'acheteur, le prospect, le client, comme vous voulez l'appeler. Donc, lui, son but, c'est récupérer de l'info, savoir comment il peut obtenir davantage de vous. Il va en donner le moins possible également. Ça, ce sont ses stratégies. Et donc, plus tu as de stratégies comme ça en face de toi, plus en général, tu as un vendeur qui répond à ces stratégies parce que j'ai papa qui me parle et j'ai l'enfant qui répond.
Quand papa me critique, quand papa me dit quelque chose, je dois répondre parce que j'ai été conditionnée comme ça. Donc, il y a ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle qui commence à rentrer en jeu. Et donc, dans cette danse, ben, il n'y en a qu'un qui peut gérer et c'est forcément l'acheteur qui va gagner. Pourquoi? Parce qu'il pose les questions. Et donc, comme il demande, comme il exige et comme il a un ton assez péremptoire et qu'on a l'impression de déranger, on a l'impression d'embêter, on a l'impression qu'on est tout petit, donc on se fait tout petit, ben on répond. Et puis on donne toutes les bonnes réponses puisqu'à l'école, ben, qu'est-ce qu'on a appris? Quand je donne les bonnes réponses, j'obtiens des bons points. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ah ben, je fais la même chose dans la vie, quoi. J'ai appris ça depuis que j'ai 3 ans, quoi. Et le problème, c'est que quand tu fais ça, eh ben, tu tombes dans le panneau des stratégies de l'acheteur, du client, du prospect. La danse Sandler, elle veut qu'on mette justement dès le début le cadre de cette réunion pour pouvoir échanger et non pas essayer de vendre. Le but, c'est plus d'aller vendre, c'est de qualifier s'il y a une opportunité ou pas. Donc, de savoir si on peut ou pas aider cette personne. Et ça, c'est la seule stratégie qu'on a en tête. Et pour ça, il y a des actions à mettre en place, d'où un process. Et le process qu'on va mettre en place, c'est d'avoir un contrat préalable pour cadrer la réunion. Puis ensuite, une méthodologie de questionnement, comme tu disais pour la découverte. Je vais découvrir ce qui s'y passe chez mon client pour ensuite qu'on crée une solution ensemble, s'engager et définir si on y va ou si on arrête. C'est aussi simple que ça finalement. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais c'est très structuré et pour beaucoup, c'est ce qui choque. Parce qu'on aime bien le feeling. Exactement. Et du coup, tu commences à te diriger vers, évidemment, concrètement, comment l'appliquer. Est-ce que tu aurais un exemple? Là, tu parlais de qualification. Alors, on va voir qu'on n'utilise pas que en qualification, mais ça peut être un très bon exemple. Donc, ouais, est-ce que tu as un exemple à nous partager là-dessus sur concrètement, comment est-ce que ça va se mettre en place? Oui. Donc, en général, sur le contrat préalable, on dit qu'il y a toujours 5 éléments. Alors, tout le monde croit que c'est mettre un agenda, l'ordre du jour de la réunion. C'est bien, mais ça ne suffira pas. Parce que l'ordre du jour, en général, il ne correspond qu'au vôtre. Or, l'autre en face a aussi un agenda et a aussi quelque chose qu'il veut obtenir de vous. Donc, ça sonne comme ça. Je vais vous en faire un et vous allez voir. Imaginons que François et moi, hein, on se rencontre pour la première fois. Et donc, quand j'ai pacté mon rendez-vous avec François, j'ai terminé la conversation avec la chose suivante. Ça va être mon contrat préalable. Et j'aurais dit à François, bon François, donc on est d'accord, on se voit vendredi de 11h à midi, c'est bon? Il n'y aura pas de contretemps sur ce timing? Non, a priori, il n'y en a pas. Parfait. Donc, pour qu'on ait une réunion vraiment efficace et que vous puissiez en tirer le meilleur, je vous propose la chose suivante. Moi, je vais avoir plusieurs questions sur votre équipe, comment elle fonctionne, ce que vous n'avez pas réussi à obtenir aujourd'hui et ce que vous aimeriez demain. Donc, pour avoir un petit état des lieux sur le présent et le futur. Ça vous va? Ok, très bien. De votre côté, est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez aborder, des choses que vous aimeriez savoir sur nous, sur comment on travaille, sur votre expérience, notre expérience? Ouais, bah, savoir comment vous travaillez aujourd'hui avec des sociétés, des commerçants de notre industrie, sur le fait de les aider à mieux gérer leurs opportunités, et si vous êtes capable de vous adapter à notre secteur d'activité qui est un peu particulier. Ok, impeccable. Donc, on discutera de ça. J'emmènerai quelque chose, comme ça, vous aurez de la matière aussi. Je vous donnerai des exemples, des choses qu'on a déjà travaillées. Ça vous va? Ouais, très bien. Ok. Et comme ça, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin, on puisse prendre une première décision, à savoir si on continue et on verra à quoi ça ressemble, ou si on décide que finalement, on n'est pas fait l'un pour l'autre et on en reste là. Ça vous va? Ouais, ok, ça me va. Très bien. C'est un exemple de contrat préalable que je ferai avec toi, François, à la fin d'un rendez-vous téléphonique pour prendre le rendez-vous. Et je le calerai également au début d'une réunion en démarrant pour m'assurer que tu n'as pas oublié ce qu'on avait dit avant et qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité et qu'il n'y aura pas de changement. Super. En termes d'utilisation et d'exemple, tu veux qu'on reste sur ce cas de la qualification et qu'on aille un peu plus loin, ou tu veux voir aussi d'autres utilisations possibles, Amélie? Bon, en ce moment, tu vas avoir aussi pas mal de problèmes de prise de rendez-vous. Tu le rencontres aussi avec les équipes. C'est la prise de rendez-vous, elle est de plus en plus compliquée. Et il y en a beaucoup qui ne veulent plus passer d'appel dans le dur parce qu'ils n'y arrivent pas, par exemple. Donc, je ne sais pas si tu as entendu ça, des équipes, voilà,
si ça ne marche plus, on n'y arrive pas. En fait, il faut arriver à tout réchauffer. Donc, on ne va pas parler prospection, mais quand vous avez la personne en ligne, oui, un contrat préalable, ça peut être très utile. Ok, tu as un exemple de comment l'utiliser, pareil, quand tu es sur un appel de prospection qui est, en effet, comme tu l'as dit, un gros sujet, va l'être encore plus à la rentrée, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont réactiver la prospection avec le changement de contexte économique qu'on a connu, qu'on connaît. Donc, ça va redevenir encore plus un sujet. Et sur la prospection, est un exemple, une idée de comment on peut le mettre en application? Oui. Alors, tu viens de donner déjà deux choses. Attendez pas la rentrée, les gars, parce que c'est maintenant qu'il faut commencer si on veut préparer la fin de l'année. Bien Donc, sûr. pensez à vos cycles de vente. Mais c'est vrai que tu as raison, tout le monde attend la rentrée pour le faire. Donc, un exemple, quand on est en prospection téléphonique, que j'ai le gars au téléphone, donc déjà, essayer d'appeler des portables, ça va quand même beaucoup plus vite entre vous et moi. Et là, dès qu'il décroche, vous donnez votre nom, votre prénom, comme vous faites d'habitude, mais ça doit être méga court. Donc, moi, je dis toujours, je suis Amélie de la société Sandler. Okay. Ou alors, je vais juste lui dire, c'est bien Christian? Oui, c'est Amélie, société Sandler. Et tout de suite, j'enchaîne en lui disant, je prends une minute, je vous explique pourquoi je vous appelle et vous me dites si on continue, si vous voulez raccrocher. Première façon de le faire. Deuxième façon, ça pourrait être de dire, écoutez, c'est un appel de prospection, vous voulez raccrocher? C'est la deuxième façon. Il y a très peu de monde qui raccroche parce qu'ils sont complètement court-circuités par « Oh mon Dieu, ce n'est pas la forme d'habitude, mon cerveau, il ne suit plus. » là. Donc, il y a ça. Une autre façon, ça pourrait tout simplement être « Vous avez une minute, mais bon, là déjà, en général, on vous répond que non. » Ou alors, on vous répond une minute. Parfait. Je la prends, je vous dis le motif de mon appel et si vous voulez raccrocher, vous pouvez raccrocher pendant que je suis en train de parler. Ça vous va? C'est des façons d'interrompre le mécanisme de patron mental que l'on a dans la tête et à la fois d'introduire pour dire qu'il a la possibilité de s'en sortir. Le contrat moral, sa force, elle réside dans le fait qu'on peut soit continuer la conversation, soit arrêter la conversation. Et ça, le cerveau, il adore. C'est complètement psychologique. Mais ça permet de déclencher une ouverture et une conversation sur de vraies bases. Au lieu de pousser les produits, parce que ça ne sert à rien. C'est vraiment comment je vais converser avec cette personne pour voir si je suis un élément pour elle ou pas. Ça va, je pense. Alors, ça n'a pas encore réagi de ce que je vois dans le chat, mais ça devrait réagir. Je mettrai à la fin de l'événement une vidéo c'est un British qui fait vraiment l'appel à froid exactement comme ça, Sandler. C'est un appel de prospection, est-ce que vous voulez raccrocher ou pas? Et tu as des gens forcément qui vont challenger ça en disant, mais faire des appels de prospection comme ça, tu vas te prendre des tôles et des portes beaucoup plus qu'avant plutôt que d'appeler et de dire, devoir forcer le truc. Alors, tu te prends forcément des tôles parce que de toute façon, il n'y a aucune méthode qui satisfait 100% de la planète, je n'en connais pas une. Mais après, c'est son style aussi. Vous allez voir que sur Internet, vous trouvez vachement de personnes qui vont être très pushy, puis des personnes qui vont être très souples. Pour moi, Sandler, et quand on parlait avec, tu te rappelles quand on parlait tous les deux, c'est vraiment, on est dans la finesse, on est dans l'intelligence émotionnelle, on est dans le partage, on n'est pas dans le moi d'abord et puis toi quand tu auras le temps. C'est pas ça le truc. Le truc, il est dans comment je vais faire pour me faire connaître parce que finalement, s'ils ne me connaissent pas, ils ont un manque à gagner. Mais à la fois, je ne conviens pas à tout le monde. Donc, c'est mon devoir d'aller au-devant des autres, mais à la fois, je sais que je ne vais pas convenir à tout le monde. Donc, le contrat préalable, ce que ça rétablit, je vous ai dit, cet équilibre, là, tout à l'heure, tu sais, on parlait de l'équilibre acheteur-commercial, ça remet tout le monde au même niveau. Et ce que ça évite, c'est que donc, le commercial se sente inférieur à son prospect et un ton de voix aussi inférieur. Dans la prospection, le contrat préalable et le ton de voix, c'est ce qui compte. Si vous commencez à appeler comme ça va être un peu problématique. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Non, mais c'est pas donné à tout le monde, mais ça se travaille aussi beaucoup. La prise de parole et le ton, la modulation de la voix, la rapidité, etc. Juste pour mettre ce que tu dis en perspective sur l'appel à froid, il faut savoir que nous, dans les scripts d'appel qu'on teste, qu'on utilise,
Il y en a qui sont inspirés directement de Sandler. Et donc, cette accroche de bonjour Amélie, François de Human School, ça l'appelle à froid, est-ce que vous voulez raccrocher maintenant? Ou je vous explique en 30 secondes pourquoi je vous appelle. Cette approche-là, nous, c'est quelque chose qu'on utilise. Et en fait, en moyenne, ça génère davantage de meetings, surtout parce que ça génère davantage de conversations, en fait. C'est juste ça. Exactement. Et en fait, c'est comme tu l'as très bien dit, à l'idée, ce que moi, je peux être en tant qu'être humain. Donc, si je suis commercial, j'appelle et que je veux forcer la porte, je sais que la personne en face, j'ai de grandes chances de l'emmerder. Et si j'étais à sa place, je trouverais ça emmerdant. Et donc, c'est ça que j'aime beaucoup dans la méthode Sandler, c'est dire, en fait, quand on est commercial, on reste un humain, et donc on va juste essayer d'aligner qui vous êtes en tant qu'humain et qui vous êtes en tant que commercial. Exactement. Et ça, c'est ce que tu viens de dire là, c'est la dissociation de l'identité qui on est en tant qu'humain, exactement ça, et qui on est en tant que commercial, rôle. C'est la dissociation de l'identité et des rôles. Et en prospection et en vente, à partir du moment où on confond les deux, où on croit en fait que qui on est et ce que l'on fait, quand on confond les deux et qu'on se prend un scud, pouf, on tombe, on s'éclate, il n'y a plus personne pour le second appel. Et c'est une catastrophe pour le reste de la journée. C'est pour ça que ce que l'on fait n'est pas qui on est. C'est deux choses distinctes. On peut faire plein de choses dans la journée, mais on est toujours une même et belle personne, comme je dis. Donc ça, c'est deux choses distinctes. Donc je vois dans le chat, The Most Hated Sales Guys, il était un formateur Sandler. Il est très jeune, je crois que c'est Jeremy, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est lui. Ouais, c'est Jérémy, en effet. Je vais mettre la vidéo. Je vais couper mon son une seconde, le temps de faire un copier-coller de la vidéo, mais je l'ai devant les. Ouais. Ça, c'est une méga vidéo et il travaillait avec Marcus, un collègue Voilà, je à viens moi. de la mettre. Pour ceux qui voudront regarder plus tard, la manière dont lui peut dérouler un appel à froid inspiré de Sandler. Je vais peut-être, parce que l'heure tourne, on a essayé de garder un événement court, de poser une dernière question, Amélie, et après, on pourra prendre les questions qu'il y a dans le chat. Ma question est la suivante, c'est pourquoi est-ce que c'est une notion contrat moral qui est aussi importante et notamment quel lien tu peux faire entre ça et en fait après tout le reste du cycle de vente et le closing. Alors, comme dès le début, on va dire à la personne qu'à la fin, il faudra prendre une décision, que ce soit un oui ou un non. Un oui, on continue et ça ressemble à quelque chose et on voit ce que c'est. Et un non, on arrête. Comme dès le début, on lui a demandé cette réponse pour la fin, ça veut dire que durant notre déroulé, on va poser des questions qui vont nous amener à une prise de décision commune. Donc, le contrat préalable que je fais en début, le contrat moral, je peux également le répéter au fur et à mesure. Donc, nous, on a des étapes, toi, tu en as d'autres, mais on va chercher à découvrir ce qui se passe chez le client. Et chaque fois que je vais poser une question, que je vais découvrir un sujet, ce qu'on appelle les douleurs, les pain points, enfin, comme vous voulez, ou les plaisirs, parce que c'est de l'émotion. Quand j'aurai fini de découvrir les émotions chez mon prospect, je vais faire un mini contrat préalable qui va clôturer cet espace-là pour passer à l'étape budgétaire. Et donc, chaque fois que je vais utiliser mon contrat préalable, c'est quelque part pour réassurer ce qui vient d'être dit et rétablir le pouvoir des deux, hein, l'équilibre des pouvoirs, pour passer à un sujet différent. Donc, ça me permet de faire des transitions et ça permet d'avoir des conversations au lieu de monologues. Et à la fin, en fait, le contrat préalable, comme il a établi un relationnel totalement linéaire et équilibré des deux parties, à la fin, je me sens en toute légitimité de lui demander, monsieur le client, voilà, on a discuté de tout ça. On a vu la partie budgétaire, vous prenez votre décision de telle et telle façon. Quelle serait la prochaine étape pour vous? Est-ce qu'il devrait y avoir une prochaine étape? Et quand je demande ça, le client automatiquement mentionne ce qui devrait se passer en suivant. Et c'est ça la magie, parce que c'est lui qui prend le rôle de dire voilà ce qu'on va faire. Donc, comme il s'auto-convainc puisqu'il le dit, il ne peut pas se tromper dans ses propres paroles, mais automatiquement, ça engendre de l'autre côté ah ben ok, ben on va faire ça. Et nous, on n'a plus qu'à suivre. Mais c'est lui qui a mis en place la prochaine étape. Donc, il en est le garant. Et là, c'est le moment le plus important, c'est qu'il faut finir par un contrat préalable, encore une fois, pour préparer la prochaine réunion. Puisqu'il faut que chacun des deux parties ait quelque chose à faire pour la prochaine fois. Il ne s'agit pas de nous charger à nul. Donc, il est hors de question que quelqu'un vous dise en fin de réunion, ben, écoutez, envoyez-moi votre proposition et puis on verra. Ah non, ça, ce n'est pas une prochaine étape, les gars.
La prochaine étape, c'est si on vous envoie une proposition comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, et qu'on la regarde ensemble tel jour à telle heure, qu'est-ce qui devrait se passer? Ça, c'est une prochaine étape. Je prépare, j'anticipe. Le contrat préalable me sert à anticiper, à rentrer toujours en conversation au lieu de confrontation. Et ça me permet également d'obtenir des décisions à chaque étape intermédiaire. Donc ça, c'est pour ça qu'à la fin, vous n'avez plus de boîte noire et vous ne sentez pas non plus que vous dérangez, puisque vous apportez forcément quelque chose. C'est ça le but. Donc, ouais, c'est un point très important, en effet, que tu viens d'appeler, c'est que ce contrat moral, il ne se fait pas juste en rien, mais il se fait après tout au long du cycle de vente et qu'il doit y avoir une notion d'engagement mutuel et de travail mutuel à chacune des étapes. Et que si ce n'est pas le cas, c'est un signal de vous êtes sur le mauvais côté de la pente, vous êtes en train de prendre la mauvaise direction. Oui, vous êtes en train de retomber. Et je vais te challenger volontairement là-dessus. Ça arrive, après, tu as des deals, le timing change, quelqu'un saute dans la boîte ou un nouveau projet arrive, ou etc. Enfin, tu vois, tu as toujours des choses qui apparaissent. Et toi, en tant que commercial, tu as l'impression que vraiment chez ton client, à chaque fois, ça bouge. Comment tu gères ce cas-là qui est entre, OK, est-ce qu'on s'était dit à la fin de notre meeting sur la prochaine étape, meeting est repoussé, oui, on a l'air de pouvoir repartir sur autre chose, etc. Alors, on va essayer, comme on dit, de travailler l'après-vente. L'après-vente, c'est vous avez vendu un rendez-vous, vous voulez confirmer qu'il va être en place, qu'il ne va pas se déplacer ou qu'il ne va pas changer. Donc, quand vous fixez votre rendez-vous, vous pouvez demander et poser des questions qui sont un petit peu difficiles aussi, mais c'est ça le jeu. C'est de dire, qu'est-ce qui pourrait faire que vendredi à 10h30, vous m'envoyez un email en me disant finalement, on n'a pas de rendez-vous, le rendez-vous est déplacé. Donc, je vais poser des questions pour voir si le rendez-vous qu'on vient de prendre, pour lequel j'ai sué pendant des mois, je vais lui demander, François, dites-moi, est-ce qu'il y aurait un truc qui ferait qu'on n'ait pas de rendez-vous? Et là, les gens sont en panique. Rien que demander ça, c'est « Ah non, je ne veux pas faire ça. Ça fait des années que je bosse derrière. Ah non, hors des questions, j'ai mon rendez-vous. » Si vous ne le faites pas, vous êtes sûr qu'à 10h30, pas sûr, j'exagère, mais dans 30% des cas, c'est la moyenne, le rendez-vous est annulé. Ou quelque chose s'est produit qui a fait que l'environnement a changé. Donc, posez ces deux questions. Qu'est-ce qui fait que quelque chose pourrait arriver qui nous empêche de nous voir? Ou est-ce qu'il y aurait un changement dans la structure, dans votre entreprise aujourd'hui qui ferait que notre rendez-vous serait repoussé? Et ça, c'est des questions qui sont très dures. Et c'est ce qu'on appelle les 5 seconds of guts. C'est les 5 secondes de courage. Les guts, c'est vraiment les tripes. C'est les sortir. Ah, ça y est, une fois que c'est sorti, c'est bon. En fait, pour essayer pour reformuler ce que tu viens de dire, c'est quasiment le fait d'aller rechercher le nom. Quasiment. Toujours. Et toi, tu le pratiques aussi. Mais quand on mentionne un contrat moral où on dit on verra si on fait affaire ou pas, ce qu'on va chercher durant tout le rendez-vous, c'est le non. Les raisons pour lesquelles non, nous ne ferions pas affaire. Et c'est pour ça qu'on devient plus un vendeur, mais on devient vraiment un stratège où on va pousser le client à se challenger. Et souvent, dans les rendez-vous, moi, je leur dis, écoutez, je ne suis pas là pour être aimable. Je suis là pour vous challenger. Donc, il y a des questions qui ne vont pas vous plaire, des questions où vous allez vous dire, dis donc, elle est osée quand même. Mais c'est des questions pour réfléchir si vraiment on arrive au bon moment, on est fait pour travailler ensemble et vous êtes prêts à changer. Et si on n'arrive pas à challenger son prospect et à le pousser vers du non, en général, on est le béni oui-oui et on va être comparé sur des prix. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de meilleure conclusion que ça, parce que ça fait le lien avec, in fine, comment peut se faire la vente ou pas. Donc, dans beaucoup de cas, ça va être le prix. Alors, on ne dit pas évidemment que le prix ne devient plus une variable de considération, mais quand c'est la principale à l'aune de laquelle la décision est prise, c'est qu'en effet, sans doute, ce travail-là, il n'a pas été fait en amont. Totalement. On arrive à la fin de l'événement. Est-ce que tu veux rajouter, Amélie, quelque chose avant qu'on passe Toi, tu as des indicateurs sur lesquels tu mesures également, parce qu'une fois que tu as mis ton process en place, chez Human School, vous avez aussi toute la partie outillage pour voir un petit peu, OK, qu'est-ce qui cloche, où est-ce que ça cloche et comment vous pouvez rattraper le tir aussi.
Exactement. Et en fait, tu le vois assez bien sur les KPIs tout au long du cycle de vente. Donc, si on prenait tout à l'heure, on parlait de la prospection, l'appel à froid. En fait, quand tu regardes simplement le volume d'appels tentés et pas juste le nombre de meetings rendez-vous, de meetings pris, pardon, parce que là, les gens pourraient dire, OK, mais ça dépend de la qualité du produit, etc. En fait, si je regarde juste la proportion de meetings, de calls tentés, de calls connectés, juste la personne décroche, et de conversations, en fait, c'est là déjà où tu peux voir qu'il y a des sujets. Quand tu as des gens qui font 100 calls, ils arrivent, ils tombent pour des questions de timing, de numéro de téléphone, etc., sur, allez, on va dire un tiers des gens, donc ils ont 35 au téléphone. Ces 35-là, ils vont arriver à initier, allez, 5, 6 conversations. Ça, il y a un problème. En fait, tu le vois déjà là, c'est qu'à partir du moment où j'ai l'interlocuteur en face, j'arrive pas à générer une conversation, ne serait-ce que 30 secondes. Donc, tu le vois déjà là-dedans. Et nous, on voit les stats des sociétés qu'on peut accompagner. Globalement, c'est à peu près ça. Il y a 35 personnes qu'on va avoir. Et sur ces 35-là, on va avoir allez, entre 4 et 6 conversations. Là où, avec une méthode comme Sandler, et encore une fois, nous, c'est ce qu'on s'applique aussi, Eat Your Own Food, comme disent les Anglais, nous, on n'est pas sur cet ordre-là de conversation. C'est là où on va avoir un vrai impact. En général, ce qu'on voit, c'est qu'on fait soit entre plus 50% jusqu'à x3. C'est globalement l'ordre de grandeur dans le nombre de conversations juste qu'on va avoir. Ce qui ne veut pas dire le meeting pris. Mais après, il va y avoir la conversion en meeting. Mais déjà, nous, on joue sur ça, donc ça peut générer C'est plus ça. de meetings. Et après, tu le vois en effet sur, une fois que j'ai fait ça, ensuite, qu'est-ce qui, dans ces meetings-là, devient vraiment de la transaction, donc de l'opportunité sur mon CRM, HubSpot, Salesforce ou autre. Et à la fin, quel est mon taux de closing sur ces opportunités. 12 qui permet de faire une petite remarque pour ceux qui ont un CRM, ne créez plus de transactions dès qu'il y a un meeting qui est pris en appel à froid, créez la transaction une fois que le premier call post-appel à froid a eu lieu pour valider ou pas la transaction, parce que sinon vous faussez complètement vos stats. Après, c'est un enfer du coup de faire ce travail-là. Mais on le voit aussi à ce moment-là, bien sûr. Eh oui, et tu as raison. Mais ça veut souvent dire qu'ils ont voulu aller trop loin dans le premier call de prospection, alors que c'était un call pour prendre un rendez-vous. Et donc, ils ont gâché Exactement. toutes les opportunités parce qu'ils ont poussé trop loin, là où ce n'était pas le bon moment. On appelle à un moment impromptu, c'est un 2-3 minutes de conversation pour plus. Mais ceux qui prennent Exactement. 3 quarts d'heure, bah, ils viennent de faire un rendez-vous qui n'était pas du tout planifié et qui peut terminer en rien du tout. Donc, la boîte noire réapparaît encore une fois parce que c'était trop tôt et non préparé. Voilà, et tu parles toujours le syndrome de te dire, mais trop cool, j'ai le prospect au téléphone, il accepte de me parler, donc je discute pendant 8 minutes pour peut-être in fine découvrir qu'en fait, là, tu as flingué ton meeting alors qu'il aurait fallu le préparer. Et pendant ce temps-là, tu n'as pas appelé potentiellement d'autres prospects, pardon, qui auraient été intéressants. Donc, c'est un travail, ça, j'en joins ceux qui sont sur l'événement aujourd'hui, de juste regarder vos stats sur HubSpot ou sur Salesforce, pardon, ou autre, et de regarder, OK, sur le nombre de calls connectés que j'ai aujourd'hui, qui dépasse les 5 secondes, juste, il y en a combien sur lesquels j'arrive à avoir une conversation et sur le volume d'opportunités que moi, je fais rentrer dans mon pipe, lesquelles deviennent vraiment des opportunités, parce que j'ai beaucoup de déperditions ou pas. Et ensuite, quel est mon taux de conversion entre ces opportunités et ces deals. Si vous vous rendez compte que vous avez des taux de conversion sur des calls en conversation qui vont être de l'ordre de 15-20%, que sur la moitié des transactions que vous avez créées, il n'y en a vraiment que la moitié qui viennent des opportes et que sur vos opportunités, vous en closez moins que le quart ou environ du quart, vous avez certainement un sujet déjà de data, et vous êtes structuré dans le process de votre CRM et ensuite de méthodo pour aligner le prospect avec votre démarche commerciale. Totalement. Je suis alignée 100% avec toi, François. Parfait, c'est bien, ça fait la danse Sandler. Ah, tu vois. Hein. On arrive vers la fin de l'événement. Comme on avait pu vous le mettre dans la description, le but serait de prendre des questions maintenant sur notamment le contrat moral dont on vient de parler avec Amélie. Déjà, vous, ce que vous en pensez et ce à quoi ça vous fait réfléchir. Si vous voulez le challenger, mais allez-y avec grand plaisir. Et deuxièmement, si vous avez des questions sur la manière de l'utiliser concrètement, que ce soit sur de la qualification, que ce soit sur des calls de prospection, allez-y avec grand plaisir. Je vois qu'on a eu la première question. On a eu, pardon, les deux premières questions. Peut-être prendre la première, celle de Mathieu. Donc, vous avez Oui. un onglet questions-réponses pour poser vos questions. Donc, je la répète pour tout le monde.
quelles sont les 5 étapes citées, que tu as pu citer, toi, Amélie, du contrat moral? Est-ce que tu peux nous les rappeler? Alors, la première, c'est l'objectif de la réunion. C'est toujours le sien, jamais le vôtre. C'est leur projet à eux. La deuxième, c'est mon agenda ou leur agenda. Donc, soit je leur pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez, avec quoi vous aimeriez ressortir, ou qu'est-ce qui ferait que cette réunion est un succès pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez, de quoi vous aimeriez qu'on parle? Et moi, je leur dis, moi, je vais avoir des questions sur A, B et C, le troisième point. On va passer tant de temps ensemble et à la fin, on prendra une décision à savoir si c'est un oui ou un non. Je peux aller plus loin, mais ça, c'est la base. Parfait. Ce qui m'amène du coup sur la deuxième question, celle de Frédéric. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis BizDev dans l'IT et étudiant chez Youmind jusqu'à la fin du mois. Quel contenu, livre, site, blog, cette méthodologie du... Alors, il dit méthodologie du non, c'est intéressant. Méthodologie du non, conseillez-vous? Alors, il y a différentes... alors, il y a... Moi, j'aime bien Marcus Gauki. Vous avez Jérémy qui travaille avec lui. Donc, sur Internet, attends, je vais marquer le nom de Marcus, mais vous pouvez aller le chercher. C'est de la vente. Il faisait partie du système aussi. Hop, il était chez Sandler. Et vous avez donc Jérémy que vous avez vu tout à l'heure. Mathieu en a parlé, ou Maxime en a parlé, je ne sais plus, ou William, c'est William qui en a parlé. Et vous avez des bouquins. Donc, quand vous entendez parler de la vente par réversion négative, je suis sûre que tu en as toi aussi derrière toi. Tu as certains bouquins, tu avais certains bouquins, des choses. Il y a... Je ne sais pas si j'ai été un bon élève et si j'ai mis Sandler. Je il suis y en a même pas plein. sûr. Sinon, celui-là, c'est la Bible Sandler. Ça, c'est... Voilà, ça, c'est... Mais chez Sandler, ce qu'on appelle la réversion négative, le negative reverse, c'est le pendule. Si vous cherchez ça sur Internet, vous allez avoir plein de vidéos, plein d'explications, et c'est comme ça qu'on va chercher du non. On fait l'inverse de ce qu'attend notre prospect. Alors, attends, j'ai une question parce qu'il y a Maxime de notre équipe qui est sur l'événement et qui me dit que vous ne voyez pas ce qu'on met dans le chat. Est-ce que c'est le cas ou pas? Parce que je vois quand même des gens qui contribuent dans le chat. Mais lui, Max me dit qu'il n'arrive pas à voir ce qu'on met dedans. Est-ce que c'est le cas pour les autres? Alors, attends. On ne voit rien dans le chat. Ah oui, pas de chance. D'accord, ok. Attends, je vais voir. Là, voyons si ça marche maintenant. Hop. Vous voyez là? Tac, ok. Marcus Kogi, ok, bah, c'est très bien. Je vais pouvoir du coup remettre le lien de la vidéo. Ok, il ne faut pas hésiter à... faut pas qu'on ait de moments de solitude comme ça. Il ne faut pas hésiter à nous dire si vous ne voyez pas les choses qu'on ne faut pas et qu'on poste. Hein. N'hésitez surtout pas. Là, normalement, ça doit être bon maintenant. Tac, ok, ouais, merci à Maxime du coup d'avoir soulevé ça. Tiens, une question intéressante de Tuan. Quelle voix tu conseilles avec Sandler? Est-ce que, imagine, c'est le ton de la voix? Est-ce que c'est un ton incisif? Comment est-ce que toi, en termes de posture, tu te positionnes? Alors, incisif, non, parce qu'incisif, pour certains, c'est là où il faut faire la part des choses. Si j'entendais le son d'une voix incisive, chez certains, ça va passer, et chez d'autres, ça va être agressif. Donc, faites attention à incisif, plutôt assertif. Donc, on a une voix plutôt calme, plutôt neutre, posée, des phrases très courtes quand on est en prospection, mais également quand on est en rendez-vous, pour être vraiment, pour aller droit au but. Mais encore une fois, ça va dépendre de l'interlocuteur qu'on a en face. Parce que si vous avez une personne qui est assez dominante, si vous connaissez les couleurs, elle est plutôt rouge, là, incisif, c'est nécessaire. Mais incisif direct, pas incisif agressif. Donc, faites très attention, il y a une nuance quand même. Hein. Et pour pouvoir voir ça, enregistrez-vous. Donc, vous allumez n'importe quoi sur les téléphones portables, on a tous un dictaphone. Enregistrez votre appel et écoutez votre ton de voix. Parce que si vous êtes incisif, agressif, c'est extrêmement désagréable de l'autre côté. On a l'impression que vous donnez une leçon. Et il n'y a personne qui peut parler à quelqu'un qui va lui donner une leçon, croyez-moi. Donc, moi, je suis toujours dans, je descends mon ton de voix, il est calme, il est posé, mais il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Mais c'est bon mot, en effet, assertif. Donc, solide sur ses bases, sans être offensif, on va dire. Ouais. Il y a Maxime qui lève la main, donc je vais te passer le micro, Maxime, pour que tu puisses poser ta question. Donc, on va avoir une question en live de Maxime. Donc,
Normalement, je t'ai passé la main. Je te laisse poser ta question, Max. Merci. Tu m'entends, François? Très bien. Oui, j'avais une question pour l'application du contrat moral en phase finale d'un deal. Surtout si, par exemple, on rencontre un décisionnaire qu'on n'a jamais rencontré pendant tout le cycle de vente. Comment on met en place ce contrat moral avec cette nouvelle personne, du coup, qui n'a peut-être pas eu l'habitude de fonctionner comme ça? Je vais faire comme si. Je vais faire comme si c'était naturel et normal, puisque c'est ma façon, c'est ma politique, c'est ma façon de travailler. Donc, je vais prendre le rendez-vous, par exemple, Maxime, tu viens dans ce rendez-vous-là, et je dirais, donc, comme on a convenu avec vos collègues, voilà où on en est. Je vais faire un petit récap de ce qui s'est passé avant pour que tout le monde soit bien aligné. Est-ce que vous avez des points que vous voudriez aborder durant cette réunion, vous aussi, des choses qui vous paraissent ou qu'on vous a remontées et sur lesquelles vous avez des questions? Donc, je vais le mettre dans la boucle tout de suite. Je vais l'engager tout de suite à parler. Il faut qu'il s'engage directement dans cette conversation parce qu'il est arrivé trop tard dans ma conversation ou dans mes discussions. Donc là, d'entrée de jeu, ça va être mon spot luminaire. Je lui mets les projecteurs dessus et je termine mon contrat en lui disant que voilà, on va revenir sur les points. Ça va nous prendre 1 heure, 1 heure et demie. C'est vous qui choisissez le temps. Et qu'à la fin, là, comme c'est le dernier contrat, je leur demanderai une réponse à savoir si oui, on fait affaire ou si non, on ne fait pas affaire. Ok, merci Amélie. De rien. On a une autre question qui est apparue. On a une autre question qui est apparue dans le chat, qui est de Pierre-Paul Massa. Bonjour et merci pour cet event. Cette méthode du contrat moral peut-elle aussi s'appliquer pour du B2C, pour de la vente B2C, où les prospects, eux, sont moins rodés aux rendez-vous commerciaux? Tout à fait. On va s'imaginer, je ne sais pas moi, une vente de voitures ou de bijoux. Quelqu'un qui rentre dans un lieu, on va dire, la première chose qu'on lui demande en général, c'est « Vous avez besoin d'aide ?» C'est casse-bonbon, ça. Ça ne sert à rien. Donc, au lieu de dire ça, on pourrait dire « Écoutez, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin d'aide, on peut prendre 5 minutes. Vous me dites ce que vous recherchez et ensuite, je vous dis si on a quelque chose pour vous ou pas. Ça vous va ?» Et en moins d'1 minute, 30 secondes, j'ai dit à la personne, au lieu de dire « Vous avez besoin d'aide ?» et on lui fait un contrat préalable. Parfait. Est-ce que ça répond à ta question, Pierre-Paul? Je te laisse mettre dans le chat. Est-ce qu'on a d'autres questions? Mais il nous reste encore 4 minutes. Ok, parfait. Il nous reste encore 4 minutes pour prendre d'autres questions. Donc allez-y, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez On est pas au à taquet, challenger. là. On est au taquet, il y a eu un bon flot de questions. Là, je ne vois pas de nouvelles, mais allez-y sur comment est-ce que. Encore une fois, le but, c'est que vous puissiez le mettre en place. Et donc, n'hésitez pas à challenger la chose. Je vois une question d'Alexandre. Bonjour, merci pour ce webinaire très intéressant. Lorsqu'on a un cycle de vente long, comment éviter le désintéressement des prospects entre l'inscription et l'activation? Peut-être reformuler entre peut-être le tout début du cycle de vente, que ce soit de l'entrant, donc ils arrivent vers vous, le premier email, juste en disant ah, pourquoi pas, ça nous intéresse, et ou la prospection, juste le tout premier call qui a été planifié, et peut-être le premier vrai meeting ou le deuxième meeting. Là, c'est toujours le problème du timing. Ne prenez pas vos rendez-vous trop longtemps à l'avance dans le sens où ils sont trop loin les uns des autres, à moins que vous ayez une relation récurrente avec un grand compte. Et là, vous avez un meeting tous les 3 mois et c'est réglé, c'est déjà dans le pipe. Mais pour éviter le désintéressement, il faut déjà qu'il s'agisse d'eux. Si eux n'ont pas de douleur, s'il n'y a pas de pain point, malheureusement, il va se désintéresser quoi qu'il arrive. Donc, il va falloir arriver à trouver les raisons pour lesquelles il pourrait faire affaire avec nous. Mais s'il n'y en a pas, je n'ai pas de baguette magique, malheureusement. Moi, ça, juste en complément de ce que tu viens de dire, là, dans cette question-là, il y a une partie, en fait, on ne peut pas demander à méthode ce pourquoi elle n'est pas faite, entre guillemets, ou plutôt le problème qu'elle n'est pas censée résoudre. Ce problème-là d'avoir donc, des cycles de vente très longs et donc un besoin de maintenir l'intérêt, ça se fait aussi par d'autres actions qu'on appelle du nurturing ou de la demand generation, d'alimenter aussi la réflexion de son prospect et de développer l'intérêt dans le temps. Totalement. Autre question de Corentin, grande question, évidemment. Comment créer une certaine urgence, parce que tu vas rebondir sur le fait de créer de l'urgence, sur bien on s'est formulé, comment créer une certaine urgence dans le cycle de vente? Alors, l'urgence, elle se crée au moment de la douleur, quand vous allez découvrir la douleur. C'est la façon dont vous allez poser des questions pour appuyer
quelque part, il me faudrait un exemple concret, mais disons que le prospect perçoit qu'il n'y a aucune urgence dans résoudre son problème. Ben, la question que vous pourriez poser, c'est et si vous ne faites rien, combien de temps vous pouvez tenir comme ça? Et là, il faut le faire calculer les pertes monétaires. Mais si on n'arrive pas à faire ça, s'il n'arrive pas à calculer les pertes monétaires, il va falloir faire des calculs avec lui et faire on va assumer que telle et telle chose, ça coûte tant ou tant de temps passé ou tant de maintenance ou je ne sais pas quoi, ou d'arrêt de production, quel qu'il soit, ou de développement de software ou quel que soit. Et donc, tant que je n'ai pas réussi à lui faire dire combien de temps il pouvait vivre et combien ça allait lui coûter durant ce laps de temps, ça va être difficile de créer de l'urgence. Mais c'est souvent ça qu'on fait. Pareil, pour compléter ce que tu viens de dire, avec lequel je suis complètement aligné, il y a la question aussi de faire attention dans tous les prospects auxquels vous pouvez parler, entre ceux sur lesquels peut y avoir un projet, et c'est à vous d'aller bétonner à la fois le besoin, donc l'urgence aussi de répondre à ce besoin-là, à ce problème-là, et aussi d'éliminer des gens sur lesquels il y a un intérêt potentiel. Il n'y a pas d'incitation à bouger assez forte. Et ça, il faut être capable aussi de bien scinder les deux. Donc, ça veut dire, encore une fois, dire non à des deals. Il faut aller chercher ce nom-là, notamment sur l'urgence. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ok, mais qu'est-ce qui ferait que vous décideriez de bouger dans ce mois-là plutôt que dans 6 mois, parce que vous n'avez pas bougé jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce qui crée aujourd'hui l'urgence et est-ce qu'il y a quelque chose qui fera que le prochain meeting, etc. Et les prospects sont les professionnels pour vous foutre dans l'urgence. C'est très urgent, il nous faut cette offre pour demain. Et plus vous le faites vite, moins il y a de retour. Donc, quand on vous demande une offre, c'est niet, on ralentit. Moi, j'appelle ça freiner des 2 pieds, vous enclenchez l'ABS. Si c'est urgent, il a 1 heure pour en discuter. S'il n'a pas 1 heure pour en discuter, c'est que c'est non. Et je choisis autant mes prospects que mes prospects me choisissent. Ça doit être très clair. Quand quelqu'un est dans l'urgence, c'est qu'il y a quelque chose. Vous ne répondez jamais. Et soit il est dans l'urgence pour avoir la 5e offre, la 3e offre pour compléter son batch, soit il est dans l'urgence parce qu'il est dans la mouise. Et j'ai besoin de savoir. Ce qui est souvent le cas, quand même. Il y a pas mal de questions qui sont tombées. Alors, on va plus en prendre d'autres parce qu'après, on va trop dépasser. Mais je vais prendre une celles qui ont été posées. Je vais alterner entre la partie questions-réponses et ce qui a été mis dans le chat. Question de Mathieu. Pour le premier vrai rendez-vous, après le call à froid, combien de temps est-ce que vous conseillez? Pareil, grande question, combien de temps est-ce qu'on prend pour faire un R1, une vraie qualification? Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu souhaites partager là-dessus, Amélie? Pour moi, 1h30, c'est optimal, mais ça va dépendre du business. Donc, si on est dans le software, 1h30, c'est bien. Si on est dans du produit technique, 1h30 aussi. Si on est dans du transactionnel, 3/4 d'heure, 1 heure, ça suffit large. Ouais, là-dessus, nous, on est fait un peu plus court sur les R1, mais si vous arrivez à caler 1h30, clairement, faut le faire. Mais généralement, ouais, on va être entre 45 et 60 minutes sur le premier rendez-vous. En revanche, sur les suivants, on sera clairement sur l'heure parce qu'il y a une notion de co-construction et de co-alignement sur l'offre. Question d'Arlo. Après, bonjour et merci pour ce webinaire. Je voudrais savoir si Sandler conseille de matérialiser le contrat moral. Ouais, très bonne question. Est-ce que Sandler conseille de matérialiser le contrat moral par écrit ou plutôt de le garder simplement à l'oral? Vous le faites à l'oral à la fin d'un call pour prendre le rendez-vous. Vous l'envoyez par email sur l'Outlook quand vous envoyez l'invitation ou quelque système que vous ayez. Et ensuite, vous le refaites à l'oral quand vous arrivez en réunion. Donc, il est là tout le temps. Et moi, en visio, je l'ai également sur une slide. Donc, je démarre et j'enclenche le partage d'écran avec la slide. Ok, super. Intéressant. Ça, ok, bah, tu vois, j'aurais pris pas qu'un truc, mais notamment ça aujourd'hui. Non, on ne le fait pas sur les slides, mais c'est très intéressant. Ok. Ça permet de remettre le contexte là où tout le monde se sent un peu perdu en visio. On démarre par quoi? On fait quoi? Si vous ne savez pas chit-chatter, vous démarrez par ça. Je peux rajouter quelque chose là-dessus, du coup, en complément, qu'on faisait avant, qu'on a arrêté de faire, et donc c'est pas bien, et donc on va le refaire. On avait aussi une slide, nous, à la fin, mais complètement noire. Donc, en fait, on voit qu'un écran noir à l'écran quand on passe à cette slide pour dire, Amélie, vous vous souvenez, au début du rendez-vous, on s'était aligné sur le fait de pouvoir, à la fin de ce rendez-vous, prendre une décision. Et en fait, comme il n'y a rien à voir à l'écran, il n'y a pas d'autre choix que de parler de ça, en fait, et de se voir. Impec. Ah, ça, c'est très bien.
C'est Je super, vois ça, le... comme idée. Bah écoute, elle vient pas de Très moi à la visuel. base. Elle vient pas de moi. C'est quelqu'un dont le métier, c'est de faire des présentations et qui lui m'avait dit, c'est une astuce que j'utilise souvent quand je crée des présentations pour mes clients. Je vois le message de Daniel. Malheureusement, je vais devoir vous quitter. C'était vraiment fun et s'exprimer avec le sourire permet aussi de bonifier les échanges commerciaux, mais aussi lors des webinars. Bah, c'est très sympa. Écoute, merci beaucoup, Daniel, pour ce feedback. En Merci. effet, c'était aussi ce pourquoi moi, j'étais content d'organiser cet événement-là avec Amélie. C'est que je pense qu'en termes de posture de ce que tu dégages, bah, tu es quelqu'un, on sent, qui est souriante, qui aime ce qu'elle fait et qui a une approche de la vente donc, assez alignée avec la méthode Sandler. Bon, un peu logique du coup que tu sois formatrice Sandler. Et on va prendre la dernière question de William. Après, on devra s'arrêter. Quand vous parliez d'agenda, d'ordre du jour, est-ce que vous proposez un agenda en fonction des besoins du prospect et en fonction de ce qu'on veut mettre en avant dans le produit vendu? D'accord. Donc peut-être que je vais essayer de Alors, reformuler. ouais. Est-ce qu'on propose un agenda? Je vais accentuer volontairement là-dessus, William. Désolé, je tourne un peu ta question. Mais c'est principalement par rapport à ce que nous, on a à vendre. Donc, comment est-ce que tu fais le lien entre, OK, moi, ce que j'ai besoin pour vendre et ce que lui va me raconter qui peut-être n'est pas du tout intéressant? Alors, c'est une super question parce que ça emmène quelque chose de... Ça emmène un décalage, en fait. Quand on vend avec ce type de méthodologie, ce qu'on veut, c'est que les produits, les services soient derrière nous. C'est des outils qu'on va utiliser. C'est comme si j'avais tous mes matos, tout mon matos là. C'est des trucs que je vais utiliser, mais je ne vais jamais en parler. Donc, en fait, je ne vais faire que mettre en lumière mon client pour savoir quel est son véritable enjeu à résoudre aujourd'hui. Et ça va être que ça. En fait, je ne vais jamais mettre en avant un produit. Jamais. Le but, ça va juste être, je travaille avec des gens qui sont dans l'industrie pure et dure, et on va parler de projet. Donc, on va dire, voilà, on aimerait savoir davantage comment vous fonctionnez actuellement, avec quel type de matériaux, quel type de pièces, et qu'est-ce que vous voulez améliorer. Parce que tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas vous dire si nous ne sommes pas l'option. Donc, c'est jamais en fonction d'un produit que je veux pousser ou vendre. C'est toujours en fonction de quelque chose que je veux aller détecter. Et là où on est malin, c'est qu'on transforme tous les produits en résolution de problèmes et ces résolutions de problèmes, on les transforme en questions. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Vous avez vos caractéristiques, vos bénéfices, vous les transformez en résolution de problèmes et ensuite vous les transformez en questions. Parce que si vous dites « ouais, on fait ça, ça n'intéresse personne ». Par contre, est-ce que vous avez eu ce type de situation? Comment vous vous déployez sur ce type de situation? Là, vous pouvez avoir des vraies réponses. J'espère que ça répond à la question de William. Je vais donner un exemple pour illustrer et après, on pourra passer sur la conclusion. Euh, Donc, par exemple, on est une société de services comme Sandler et on peut répondre à différents types de problèmes. Et donc, dans la phase de qualification, comme potentiellement on peut former des commerciaux qui viennent tout juste d'arriver en poste, sur lesquels étudier l'onboarding, on peut aussi structurer le CRM et le process commercial, le pipe commercial. Donc, potentiellement, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, en effet, on va poser des questions du type, là, est-ce que vous avez des commerciaux qui viennent d'arriver ou qui vont arriver dans les prochains mois? Et sur ces gens-là, en fait, est-ce que vous avez formalisé un process d'onboarding? Ou encore, aujourd'hui, sur quel type de CRM vous êtes et à quel point est-ce que vous trouvez que l'information est présente dans le CRM ou pas. Donc, on va forcément poser des questions, comme tu as très bien dit, orientées vers ce qu'on fait, pas des questions chez le psy, orientées vers tout et n'importe quoi. C'est ça. Ah, super. William a dit super. Pour moi, Ok, c'est bon. bah On écoute, est bon alors, William. je peux considérer que ça répond à la question. Avant qu'on se quitte, parce que malheureusement on arrive à la fin de cet événement, on a déjà un petit peu débordé. Si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode Sandler, je vous invite du coup à contacter Amélie sur LinkedIn. Par email, il y aura un email de follow-up, donc il y aura tes coordonnées dans l'email, j'imagine. Mais voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode Sandler, n'hésitez pas à contacter Amélie. Tu veux rajouter un élément sur toi, comment te contacter? Oh ben, sur LinkedIn, ils vont me trouver facilement, normalement. Et puis après, ils verront les vidéos, C'est donc ils auront visible. la tête. C'est bon. Exactement, il y a pas mal de vidéos sur YouTube que vous pouvez retrouver sur la méthode Sandler. Alors, il y en a beaucoup qui sont en anglais, mais il y en a quelques-unes qui sont aussi en français. Et de notre côté, si vous souhaitez échanger avec nous sur des sujets d'amélioration de la performance commerciale, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn ou par email, françois@humanschool.com, ainsi que Maxime qui était sur l'événement, qui a posé d'ailleurs une question, maxime@humanschool.com. Si vous posez des questions sur comment améliorer la performance, comment mieux structurer votre CRM, votre pipe commercial, avec grand plaisir pour en discuter.
Sur ce, Impeccable. écoute, Moi, un grand j'étais merci. ravie, hein. On était ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, Amélie. C'est un plaisir de pouvoir faire cet événement, parce qu'encore une fois, c'est une méthode que nous, on aime beaucoup, Sandler, et je pense qu'on peut tirer beaucoup de choses. Donc, un grand merci d'avoir été là. Et merci à tous aussi d'avoir assisté à ce webinaire. On était très heureux de vous avoir avec nous. J'espère qu'il y en aura d'autres très bientôt. On va vous les communiquer par email, par Eventbrite aussi. Et sur ce, on est vendredi, ce n'est pas encore le week-end, mais bientôt. Donc, passez une bonne journée et puis passez aussi un excellent week-end à venir. À toi également, Amélie. Toi aussi. Et bisous à tous. On ne se connaît pas tous, mais ravis. Merci à tous. À très bientôt. À bientôt.